Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, avant de vous présenter les résultats de mes travaux d'évaluation, je tiens à remercier les différentes personnes qui ont pris de leur temps dans le cadre des auditions afin d'éclairer ce travail. La crise sanitaire a sonné le glas pour nos concitoyens et concitoyennes, mais également pour nos services administratifs, d'une activité que l'on pourrait qualifier de normale. La réactivité et l'adaptabilité de nos structures à l'urgence ont largement été mises à l'épreuve. À cet égard, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, a plus que jamais su assurer son rôle d'aiguillon de l'action publique dans cette période troublée par les incertitudes. Frappé d'une attrition de ses ressources, l'Institut s'est tourné vers une donnée de nature nouvelle, la donnée privée. Pour réaliser ce rapport, j'ai pu m'appuyer sur l'important travail réalisé 2 ans plus tôt par notre collègue Éric Botrel, qui avait produit un rapport à la demande du Premier ministre relatif à la politique publique de la donnée. Bien que différent, ce travail conséquent m'a permis d'appréhender la politique de la donnée en France, ses réussites, ses atouts, mais aussi malheureusement ses faiblesses. Pour ce rapport d'information, le thème retenu, d'abord destiné à s'intéresser à la politique d'open data et à la manière dont l'INSEE traite et accède aux données, s'est métamorphosé comme une évidence vers un domaine plus circonscrit, celui de l'accès aux données privées pour l'INSEE à des fins de production statistique. Il me revient dès lors de vous expliquer les raisons de ce choix de thématique qui peut sembler aride et quelque peu dissonant pour la Commission des finances. J'ai été marqué lors de l'examen du projet de loi de finances et des auditions que j'avais réalisé alors de voir à quel point le monde de la donnée, qui pourtant tend aujourd'hui à régir une importante partie de notre vie, m'était inconnu. En tant que responsable de l'évaluation du programme 220 de la mission économie finançant les activités de l'INSEE, j'ai décidé de m'intéresser à cette politique publique d'ampleur au travers des travaux de statistiques que produit l'Institut. Si aujourd'hui tout le monde connaît l'INSEE pour la qualité de ses travaux, de ses indicateurs et de ses prévisions macroéconomiques, peu sont ceux à être familiers avec la production statistique et surtout avec la manière dont celle-ci est réalisée. Nous sommes ici nombreux sur ces bancs à nous adosser sur les productions de l'Institut pour conforter avec certitude nos propos, mais nous sommes peu, et moi au premier rang, à disposer de l'information concernant l'étendue des données qui sont mobilisées pour réaliser ces travaux. Lorsque l'on évoque l'INSEE, on pense bien sûr à certaines grandes études et grands indicateurs, sans en connaître parfois les sous-jacents. Tout ici, et plus encore avec le retour de l'inflation, nous nous appuyons sur des indicateurs comme celui de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, mais la réalisation de ce dernier, pour être fiable et objectif, doit s'appuyer sur une étendue particulièrement forte de données. Par exemple, c'est près de 500 000 relevés de prix sur Internet, la collecte de données des caisses des enseignes de la grande distribution et près de 150 000 relevés de prix dans des points de vente qui sont réalisés chaque mois pour façonner cet indicateur. Si les chiffres et le volume peuvent donner le tournis, ils permettent de prendre la mesure de ce que représente aujourd'hui la masse de données disponibles. Aujourd'hui, pour pouvoir exploiter ces données à des fins de production statistique, l'INSEE s'appuie sur un texte promulgué en 1951, mais qui continue de faire figure d'autorité en définissant la notion de secret statistique sur laquelle je vais revenir. Cela peut étonner à l'heure où les sociétés s'accélèrent et deviennent hypermodernes, de voir que l'encadrement juridique semble en inadéquation avec son époque. La notion de secret statistique, malheureuse ici, heureuse là, n'en demeure pas moins la pierre angulaire de l'activité statistique. Or, 3 remarques peuvent être émises à son égard. Premièrement, la définition du secret statistique n'est pas uniforme dans la lettre du texte de loi. Elle connaît en effet une triple définition qui dépend de la nature de la donnée exploitée par les services statistiques. Ce faisant, elle est lourde et peu lisible pour les services statistiques et l'INSEE, et ce qui peut brider son activité statistique. Deuxièmement, la définition de ce secret statistique est particulièrement restrictive. Elle limite le recours aux données de nature privée à des cas précisément identifiés, ce qui ne permet pas aujourd'hui de tirer l'avantage de la variété de celles-ci. Troisièmement, comme le relevait l'association Ouvre-Boîte que j'ai pu auditionner, le secret statistique serait également employé comme un paravent administratif, une vague de procédures qui me pousse à formuler des critiques, comme d'autres avant moi, sur cette culture du secret persistante au sein des administrations. En sus de cette activité de production d'études et d'indicateurs, l'INSEE est désormais sommé d'ouvrir ses bases de données. Vous le savez,
la loi pour une république numérique d'octobre 2016 a transposé en droit français la logique d'open data, qui a eu pour effet une ouverture large et gratuite des données produites par l'Institut. Sur un plan budgétaire, la mise en œuvre de cette politique s'est matérialisée par la perte de redevances perçues précédemment par la revente des données. Cela représente tout de même une perte de 11 millions d'euros annuels pour l'Institut. Sur un plan pratique désormais, l'open data induit la mise à disposition d'une information gratuite, facilement réutilisable. Or, un tel exercice est parfois périlleux, puisqu'il pourrait conduire, en cas de divulgation d'informations trop fines et précises, à connaître l'origine de la donnée. Aussi, vous l'aurez compris, le risque d'une victoire à la Pyrrhus pour la politique d'open data est non négligeable. Revenons-en aux données de nature privée. Leur variété est presque infinie. On peut donc aisément imaginer la quantité d'informations utiles pour l'action publique que celles-ci peuvent contenir. Pour vous donner une idée de cette masse de données disponibles, pour le moment essentiellement exploitée par les grandes entreprises du numérique, c'est presque 100 000 milliards de gigaoctets de données collectées en 2022. Google, par exemple, traite près de 3,5 milliards de requêtes d'utilisation chaque jour. Outre la richesse pour les services statistiques que peut représenter cette masse, j'attire l'attention également sur les risques inhérents à la protection de la vie privée. Enfin, chers collègues, si j'ai fait le choix de m'intéresser à cette thématique, c'est pour sa dimension prospective et pour l'actualité forte qui entoure cette question. Tout d'abord, les partenariats tissés dans le cadre de la crise sanitaire avec des acteurs privés ont révélé une plus-value forte à l'usage de cette matière inexplorée. Le partenariat établi entre l'INSEE et la Banque postale, mis en place durant la crise sanitaire afin de suivre les effets économiques du confinement sur la population, s'est révélé prometteur. Cette convention a été déterminée d'un commun accord entre les deux acteurs et a reposé sur un échantillon déterminé de données composé d'environ 300 000 clients sélectionnés aléatoirement. Je tiens ici à souligner le caractère vertueux de ce partenariat qui a permis au service de l'INSEE de réaliser des études novatrices. Mon regard est plus nuancé en revanche sur le partenariat établi entre l'INSEE et le service de téléphonie mobile, et notamment Orange. Ce dernier a consisté, dans le temps circonscrit de la crise sanitaire, à fournir au service de l'INSEE des données de localisation mobile. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, pour être en mesure de suivre les mouvements physiques de la population sur le territoire. On peut toutefois déplorer le manque de transparence dans la méthodologie employée par les opérateurs pour mettre à disposition des données agrégées, et la réticence de ceux-ci à partager des informations, a fortiori lorsque les opérateurs disposent d'une offre commerciale. Ensuite, l'actualité entourant cette question de l'utilisation des données privées a particulièrement attiré mon attention. Au niveau européen, plusieurs propositions de textes ont été présentées et portent spécifiquement sur cette thématique de la donnée, avec une incidence plus ou moins importante sur la production statistique. Dans le cadre de la stratégie européenne pour les données présentée le 19 février 2020, les textes Data Governance Act et le Data Act, notamment, ont constitué un point d'attention pour les services de l'INSEE. Pour autant, ces deux textes n'apportent que des modifications marginales à l'exploitation des données privées, en prévoyant par exemple une utilisation des données privées en cas d'urgence publique pour le Data Act. Actuellement, la révision en cours du règlement numéro 223, dite aussi loi statistique européenne de 2009, fait l'objet d'une proposition de révision, mais qui n'est encore qu'au stade de la discussion. Il n'a pas été aisé, dans le cadre de mes travaux, d'avoir accès à des informations sur la dite révision. J'attire l'attention sur la nécessité de demeurer attentif à cette révision réglementaire qui pourrait avoir une incidence notable sur les services statistiques. Actualité aussi en ce que le rapport Jean Pisani-Ferry, paru la semaine dernière, a consacré un rapport thématique à la donnée et aux indicateurs à des fins environnementales. Il relevait notamment que des ressources de nature privée, comme des relevés de compteurs de gaz ou d'électricité, pouvaient être utilement exploitées à des fins de production statistique pour orienter le décideur public. Fort de ces constats, j'ai proposé un certain nombre de propositions qui visent à intensifier les flux de données entre les acteurs privés et les acteurs publics, mais également à rendre plus lisible un cadre normatif que je trouve ancien et peu propice à ce nouveau monde de la donnée. Je vous remercie de votre attention.